Ne vous disputez jamais avec un spectre de Gudule, chapitre 11. Les parents ne comprennent rien à rien. Cyril, viens ici, dit maman. Où ça? Dans le cellier. Le cellier est une toute petite pièce sans ouverture à côté de la cuisine. Paraît qu'il y en a dans toutes les vieilles baraques pour garder les provisions au frais. Cela date de l'époque où les frigos n'existaient pas encore. Nous, on y a rangé le congélateur et le lave-vaisselle. J'arrive. Je ne me suis pas encore remis de mes émotions. Le repas vient de se terminer, mais je n'ai quasiment rien mangé. Pourtant, il y avait du chou-fleur au gratin et j'en raffole. Mon ventre me fait penser à un bloc de béton. Tandis que je filais un coup de main pour débarrasser la table, Violette s'est éclipsée. Je suppose qu'elle est retournée là-haut. Demain, vous allez rester seule toute la journée, annonce maman en ouvrant le congélo. Je vous ai préparé 2 barquettes de poulet à réchauffer au micro-ondes avec de la purée et des yaourts. Je ne réponds pas. Horrifiée par la perspective de me retrouver en tête-à-tête avec ce qu'est devenu ma sœur, je proteste d'une voix faible. Non, je... Maman lève un sourcil perplexe. Tu as un problème, mon grand? Vais-je me jeter à l'eau au risque qu'on me croie bon pour l'asile? Je n'ai pas vraiment le choix. Je bafouille. Ben, ouais, un très gros même. Maman ouvre de grands yeux. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'avale ma salive pour me donner du courage. Elle fait gloups en passant derrière ma pomme d'Adam. Ma sœur a quelque chose qui ne tourne pas rond. Elle est malade? Sursaute maman. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle se porte très bien, au contraire. Mais elle me fiche la trouille. La trouille? Sois plus clair, Cyril. Qu'essaies-tu de me dire? C'est encore plus difficile que je ne le redoutais. Comment faire comprendre à maman ce que je ne saisis pas moi-même? Avec quels mots expliquer l'inexplicable? Elle est devenue monstrueuse. Le ton que j'ai employé aurait donné l'alerte à n'importe qui. À n'importe qui, mais pas à ma mère. Elle me regarde comme si j'avais une crasse sur le nez. Qu'as-tu encore été inventée? S'exclame-t-elle en levant les bras au ciel. Monstrueuse, Violette? J'aurais tout entendu. Je t'assure, mais elle a beaucoup changé. Ce n'est plus la même fille qu'avant. Si ça se trouve, un jour, elle risque même de me tuer. Maman reste carrément bouche bée, puis d'un seul coup, elle se met à rire. Antoine, viens écouter ça, crie-t-elle à papa. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils a peur de sa petite sœur. L'air ahuri de papa vaut le détour. Maintenant que j'ai commencé à parler, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et ce n'est pas de la tarte avec des parents aussi incrédules. Il va falloir que je déploie des trésors de conviction. Tu dois me croire, pas. Elle est vraiment dangereuse. Tout à l'heure, elle a failli me... De quoi? J'ai une seconde d'hésitation. Oui? Mais quoi? À vrai dire, je n'en sais trop rien. Mais quelque chose d'abominable. Tant pis, je me jette à l'eau. Me crever les yeux. C'est tout ce que j'ai trouvé pour exprimer les griffes de Violette, sa grimace de rat, sa haine sifflante. Mais j'aurais bien pu dire me déchirer avec ses dents ou me lacérer avec ses ongles. Un double éclat de rire me répond. Nous nageons en plein mélodrame, ma parole, s'esclave papa. Il se tourne vers moi. Pourquoi ta sœur t'en voudrait-elle à ce point? Elle me déteste. C'est elle-même qui me l'a dit. Et que lui as-tu fait pour qu'elle te déteste? S'enquiert maman soupçonneuse. Rien du tout, justement. Allons, réfléchis, intervient papa. Personne ne déteste quelqu'un sans raison. Tu as du mal te comporter vis-à-vis d'elle. Et elle se défend comme elle peut, la pauvrette. Quitte à sortir des sottises du genre je vais te tuer ou je vais te crever les yeux. Mais pourquoi, nom d'un chien, ai-je des parents aussi bornés? Pris de court, je crie à plein poumon. Je vous répète que je ne lui ai rien fait. Elle ne me supporte plus, un point c'est tout. C'est à cause de... L'aveu s'arrête au bord de mes lèvres. Vais-je trahir le secret de ma sœur? La seule complicité qui nous lie encore? Je n'ai pas le choix. D'autant que j'en mettrai à main à couper. Ce secret est responsable de tout. C'est à cause de la chambre rose. Papa et maman se consultent du regard. Quelle chambre rose? Celle qu'on a trouvée tout en haut de la maison. Venez, je vais vous montrer. Incroyable, dit papa ébloui. Une pièce restée intacte depuis près d'un siècle. Il y avait un tel trésor chez nous et on n'en savait rien. Pourquoi ne pas nous l'avoir montré plus tôt, vilain cachotier? S'étonne maman. Violette a un petit sourire hypocrite. On ne pensait pas que ça vous intéresserait. Après tout, ce n'est qu'une chambre d'enfant.
Tu voulais la garder pour toi toute seule, ma puce, devina papa. Le sourire de Violette s'accentue. Bah oui, les poupées et les jolies robes, ça ne concerne que les petites filles, pas les parents. Désarmé, papa s'assied au bord du lit et la prend sur ses genoux. Sais-tu que le moindre de ces jouets vaut une fortune? Ce sont des véritables antiquités de pièces de musée. Ah maman, en revendant quelques-uns, nous pourrions payer tous les travaux et même faire réparer la toiture. Un sursaut d'indignation raidit ma sœur. Ah non, vous n'avez pas le droit de me les prendre, c'est à moi. Il vaudrait mieux que tu n'y touches plus, intervient maman. Si jamais tu les cassais. Je te propose un échange, Violette, suggéra papa. Pour chacune de ces poupées, je t'offre une Barbie. Nous irons les choisir ensemble au supermarché, samedi prochain. Violette renifle un grand coup. Elle a l'air tellement malheureuse que, même moi, je suis sur le point de me laisser attendrir. Je pourrais quand même garder Marguerite, implore-t-elle d'une toute petite voix. Papa jette un coup d'œil apitoyé à la pauvre éclopée sans cheveux et sans yeux. Bien sûr, ma chérie, celle-là, on te la laisse. Dis-moi, Cyril, s'exclame soudain maman. Si j'ai bien compris, c'est cette chambre la raison de votre discorde, non? Oui, enfin, vous la voulez tous les deux, n'est-ce pas? Pas exactement, mais... Un coup de coude dans les côtes m'interrompt et Violette répond à ma place. Oui, maman. Eh bien, j'ai un moyen de mettre tout le monde d'accord. À partir de maintenant, plus personne n'a le droit d'y entrer. On ne joue pas dans un musée. Tout ce qui se trouve ici est bien trop précieux pour que nous vous autorisions à l'abîmer. Elle nous entraîne vers l'escalier, tandis que papa referme l'étrange pièce surgie du passé. Malgré moi, j'ai le cœur serré quand il remet le placard en place et confisque les rondelles. C'est comme si, brusquement, la chambre rose avait cessé d'exister. Comme si son geste avait replongé le nid de poupée, avec ses coussins, ses dentelles, ses murs à bouquets, ses lampes en jupon dans l'obscurité de l'oubli. Curieux quand même, cette fenêtre murée, l'entend-on marmonner lorsqu'il nous rejoint au salon. Bien, dit maman, je pense que tout est arrangé, à présent. Cyril et Violette, j'espère que vous vous comporterez, dorénavant, comme des personnes responsables. Il faut que je puisse avoir confiance en vous. Comment voulez-vous que je fasse tranquillement mon travail si je ne suis pas sûre que tout se passe bien en mon absence? Elle se penche vers ma sœur. Toi, ma chérie, tu vas me promettre d'écouter gentiment ton grand frère et de ne pas te rebiffer chaque fois qu'il te dit quelque chose. Violette a une moue angélique. Oui, maman. Terrifiant. Et toi, Cyril, n'en abuse pas. Il n'est pas question que tu fasses marcher ta petite sœur à la baguette, mais que tu la surveilles avec douceur et patience. Je sais que tu en es capable. Je baisse la tête. Oui, maman. Parfait. Maintenant, embrassez-vous, et qu'il ne soit plus question de rivalité entre vous. Violette s'avance vers moi, le sourire aux lèvres. L'espace d'un instant, un espoir fou m'envahit, que la disparition de la chambre rose ait guéri ma sœur. Elle se hausse sur la pointe des pieds, passe les bras autour de mon cou, pose sa bouche sur ma joue, et entre deux baisers me chuchote à l'oreille. Tu vas me le payer, sale cafeteur. Puis elle s'éloigne en sautillant, toujours souriante. Alors, grande Adette, te voilà rassurée, gazouille maman. Tu vois bien que ta petite sœur n'est pas un monstre. Chapitre 12. Au secours, ma sœur me veut du mal. Dans l'obscurité de ma chambre, les chiffres lumineux du réveil à quartz indiquent minuit. Incapable de trouver le sommeil, je me tourne et je me retourne dans mon lit. Les événements de la journée m'obsèdent. Une ribambelle de questions me martèle les tempes. Des pourquoi et des comment auxquels je suis incapable de trouver une réponse. Qu'est-il arrivé à Violette? Pourquoi est-elle devenue aussi méchante? Comment convaincre papa et maman qu'elle a changé? Pourquoi la chambre rose n'a-t-elle pas de fenêtre? Et pourquoi l'a-t-on condamnée? Qui vivait dedans avant? La petite Emma? D'où venait le tapotement à l'intérieur? Et pourquoi s'est-il arrêté quand nous avons ouvert la porte? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec ma sœur? Les questions s'emberlificotent comme un grouillement de verre. L'une d'elles surtout me terrifie. Qu'est-ce qui va se passer demain? J'ai encore en mémoire la menace de Violette, susurrée d'une voix à vous donner le frisson,
Tu vas me le payer cher, sale capteur. Demain. Rien que d'y penser, je grince des dents. Demain, je serai à sa merci. Et nos parents, qui ne voient rien, qui ne comprennent rien, qui sont persuadés que tout est de ma faute. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et si je fuguais? Si je sortais de la villa sur la pointe des pieds et que je file en douce par le jardin pour aller me réfugier chez Dico, par exemple? Pas bête, ça. Seulement, je ne sais même pas où elle habite. Tant pis, je pars quand même. S'il faut, je dormirai à la Belle Étoile. L'essentiel est que je ne sois plus là demain matin. Mes parents se débrouilleront comme ils voudront avec Violette, mais qui ne comptent plus sur moi. Le plus doucement possible, je me lève et je m'habille. Lorsque soudain... Toc, toc, toc. Je manque de hurler. Le tapotement a repris. Papa a refermé la chambre rose et le tapotement a repris. Toc, toc, toc. Mais, ce n'est pas d'en haut que vient le bruit. C'est d'ici, à côté de moi. Quelqu'un est en train de toquer à ma porte. Sans attendre ma réponse, elle s'ouvre lentement. Et Violette apparaît dans l'encadrement, vêtue d'une longue chemise de nuit, grêle silhouette noire sur le fond lumineux du couloir. Ses cheveux dénoués lui donnent un petit air d'Emma tout à fait inquiétant. Et elle a toujours son curieux sourire, le sourire de quelqu'un qui s'apprête à mordre. « Alors, frérot, tu vas nous fausser compagnie ?» demande-t-elle d'une voix qui n'est pas la sienne. Quelque chose luit dans sa main. D'un coup, je me sens glacée de la tête aux pieds. « C'est mon joujou qui te fait peur, Cyril? Il est joli, non? Il brille. C'est un beau grand couteau de cuisine, celui qui sert à découper le rôti. Et tout à l'heure, il sera rouge, tout rouge, comme quand on découpe le rôti. » Son sourire prend d'effroyables proportions. À présent, un rectus féroce lui fend le visage, découvrant ses dents. Des dents blanches, presque lumineuses, tranchantes comme des rasoirs. Des dents de poupée tueuse. Elle s'avance, tendant sa lame dans ma direction. Muet d'épouvante, je recule. « Tu fais moins le malin maintenant, hein ?» ricane-t-elle. Je continue à reculer jusqu'à ce que je me rencontre le mur auquel je m'adosse. Pas à pas, il se dirige vers moi. Ce n'est plus une petite fille, c'est une machine à assassiner. Une machine impitoyable. À présent, la pointe du couteau n'est plus qu'à quelques centimètres de mon ventre. Rouge, rouge, souffle Violette avec délectation. La sueur m'inonde. Je suis si oppressée que je halète malgré moi. Comment échapper à ce monstre? Un sursaut de révolte me saisit. Ce monstre est ma petite sœur. Non, c'est impossible. C'est impossible. Violette, écoute-moi. Je suis ton frère, on s'aimait bien avant. Rappelle-toi, je t'ai défendu contre la bande à Manu et ils m'ont dérouillé à ta place. Même que j'ai eu un cocard pendant au moins 8 jours. Des yeux, je cherche un objet, une arme, n'importe quoi pour me défendre. Mon regard tombe sur la console de jeu. Dans un sursaut désespéré, je m'en empare et la lui jette à la figure. Avec un grondement de rage, elle l'esquive de justesse. Profitant de ce léger avantage, je file à l'autre bout de la pièce. Au passage, j'attrape mes livres de classe en guise de munition. Si tu fais encore un pas, je t'envoie mon dictionnaire sur le nez. Sentant que je n'hésiterai pas à mettre ma menace à exécution, ma sœur reste un court instant indécise, puis à son tour recule. Je l'observe sur la défensive. Que fait-elle? Elle abandonne la partie? Je n'ose y croire. Quand je comprends le but de la manœuvre, il est trop tard. Rambo! Eh oui, Rambo. Violette s'est glissée jusqu'à la cage, y a plongé la main et en a extirpé mon hamster. Maintenant, elle le tient par la peau du cou. Je vais commencer par lui, annonça-t-elle. Comme ça, tu verras ce qui t'attend. Le malheureux animal gigote tant qu'il peut, en poussant des couinements déchirants. Je crispe les poings. Laisse-le, tu lui fais mal. Le rire de ma petite sœur résonne dans le silence. Ce n'est qu'un début. Il aura encore bien plus mal dans un instant.
C'est de lui maintenant qu'elle approche le couteau. Tu as déjà vu un hamster découpé en rondelles, Véro? Non! C'est mon propre hurlement qui me réveille. Dehors, il fait grand jour. Par la fenêtre de ma chambre, la lumière entre à flot. Les chiffres lumineux de mon réveil à quartz indiquent 8h30. Sur les graviers de l'allée, j'entends s'éloigner la voiture de mes parents. Ce n'était qu'un cauchemar. Un cauchemar? Pas si sûr. Maintenant que je suis seule avec mon effroyable sœur, dans cette maison isolée, pleine de sortilèges et de malédictions, le cauchemar continue. Toc, toc, toc. Transi, je fixe la porte. Lentement, elle pivote. Chapitre 13. L'infernale poursuite. La frêle silhouette de Violette se dessine dans l'encadrement. Elle porte sa longue chemise de nuit et tient sa poupée aveugle dans ses bras. Ses cheveux dénoués flottent sur ses épaules. Un sourire crispé fend son visage. Entre ses lèvres, on voit briller ses dents. Des dents tranchantes comme des rasoirs. « Bonjour, Benjamin », dit-elle d'une voix qui n'est pas la sienne. Une panique sans nom me submerge. Je jaillis de mon lit, fonce vers la porte ouverte, bouscule ma sœur et sors de la pièce. « Attends, j'ai quelque chose à te dire !» cria la petite fille en me prenant en chasse. Encore une de ces ruses de démons. Si elle croit que je vais me laisser attraper, elle se fourre le doigt dans l'œil. À une allure record, j'emprunte le couloir. Il me paraît interminable. Comme dans les rêves, j'ai l'impression de courir sur place. Seul un vitrail de couleur éclaire le palier, plongé dans une demi-pénombre de cathédrale. Maman l'adore, ce vitrail. Elle trouve qu'il donne une ambiance 1900. Je n'avais jamais remarqué qu'il était aussi rouge. Une lumière couleur de sang inonde l'escalier. Je le dégringole ventre à terre. Mes oreilles bourdonnent, mon cœur cogne dans ma poitrine, mais je ne ralentirai ma course pour rien au monde. Derrière moi, les petits pas de Violette font craquer les marches. De terrifiants petits pas. Les petits pas de l'amour. De la mort. Plus du tout pareil. Arrivé en bas, je bifurque vers l'entrée. Je ne commettrai pas la même erreur qu'hier. Je ne me laisserai pas coincer dans le salon. La peur me donne des ailes. Malgré sa longueur interminable, je traverse d'une traite le corridor du rez-de-chaussée. Tap, tap, font les petits pas de Violette sur le dallage. Des petits pas qui me suivent, inexorablement. J'accélère jusqu'à la limite de mes forces. Ce serait vraiment trop bête qu'elle me rattrape maintenant. La porte, enfin. Mes paumes en sueur glissent sur la poignée. Je m'énerve. Tu vas t'ouvrir, saleté? Dans un grincement de gomme à l'huiler, le battant consent à s'écarter. L'instant d'après, je suis dehors. Le froid du matin me saisit. Mes pieds nus s'enfoncent dans l'herbe humide. Un vent sournois s'insinue sous mon pyjama et m'ébouriffe les cheveux. Mais je n'y prends pas garde. Une seule chose compte. Une seule. Échapper au monstre qui me traque. Au monstre qui veut ma peau. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Manu et sa bande faisaient figure d'enfants de cœur à côté de Violette. Même la fois où ils m'ont tabassé dans le parking, j'ai eu moins peur. Normal, eux, c'était juste des petits voyous de rien du tout. Tandis que ma sœur, elle n'est pas humaine. Me voilà dans les bois. Bien qu'à bout de souffle, je continue à courir, glissant sur les feuilles mortes, m'embourbant dans la terre mouillée. Les branches me griffent au passage, mes vêtements s'accrochent aux buissons. C'est comme si des milliers de cerfs tentaient de m'agripper pour me livrer à Violette, comme si les arbres, les taillis, la mousse, la boue étaient complices du monstre qui me talonne, comme si la nature tout entière se liguait contre moi pour me livrer à mon bourreau. Un point de côté me scie les côtes. Je n'en peux plus. L'air qui s'échappe en sifflant de ma gorge me fait affreusement souffrir. Mes pieds, mon visage, mes mains sont en sang. Ai-je semé Violette? Non. Derrière moi, j'entends craquer des brindilles. Titubant de fatigue, je débouche dans la clairière et soudain... Ouch!
Encore un beau vol plané. C'est un beau vol plané. Mon pied s'est pris dans un trou et je suis étalée de tout mon long sur le sol. Quel choc! À moitié assommée, je tente de me relever, mais une douleur fulgurante dans la cheville m'en empêche et je retombe lourdement. Catastrophe, une foulure. Ah, c'est bien le moment. Une voix de petite fille me parvient, toute proche. Où es-tu, Benjamin? Affolée, je cherche une cachette. Le trou qui m'a fait tomber n'est autre que celui creusé par ma sœur avant-hier soir pour en extirper Marguerite. Le trou que j'avais pris pour une tombe. Et si je me ratatinais à l'intérieur? En repliant mes genoux sous mon menton et en rentrant au maximum la tête dans les épaules, j'arrive tout juste à me loger dans l'étroite cavité. Puis je ramène des feuilles mortes sur moi pour me dissimuler. Il était temps. « Benjamin !» interroge de nouveau la petite voix rauque. Les battements de mon cœur résonnent dans mes tempes. J'ai peur, atrocement peur. Mais je m'efforce de rester parfaitement immobile, malgré les crampes, malgré le grelottement qui tétanise mes muscles. J'ai même arrêté de respirer. Des insectes microscopiques me courent par-de-tout. Au secours! Une fourmi vient de s'introduire dans ma narine. Si j'ai perdu, je suis perdue. Ça alors, murmure la petite voix. J'aurais juré qu'il était ici. Mon nez me chatouille de plus en plus. Je sens les petites pattes de la fourmi qui... Non, il ne faut pas que j'éternue. Non, pas pitié. Mentalement, je supplie mon bourreau. Va-t'en vite. Avec un soupir irrité, la petite fille fait demi-tour et disparaît à nouveau dans les bois. Tchou! L'explosion nasale souffle la fourmi et en même temps les feuilles qui me protègent. Un instant, je tremble que le monstre n'ait entendu et ne revienne sur ses pas. Mais le bois est de nouveau silencieux. Tout engourdi, je sors du trou et m'ébroue. J'ai mal partout. Ma torture a duré presque un quart d'heure. Alors surgit la question, celle qui me turlupine depuis le début de la poursuite, mais sur laquelle je n'ai pas eu le temps de m'attarder. Pourquoi ma sœur m'a-t-elle appelé Benjamin? Ça, c'est une bonne question. Chapitre 14. Une alliée inattendue. C'est en claudiquant que je quitte la clairière. Je peux à peine poser le pied par terre. Chaque pas me fait grimacer de douleur. Les élancements de ma cheville me remontent jusque dans la cuisse. Ah, si seulement maman était là. Elle m'installerait dans un fauteuil, me masserait avec une pommade à l'arnica, vendrait ma jambe, et en prime j'aurais droit à quelques petites gâteries du genre malabar, rodoudou ou fraise tagada. Mais maman n'est pas là, et la maison m'est interdite pour cause de monstres. Ce ne sont pas des fraises tagada qui m'y attendent, mais plutôt un coup de couteau dans le ventre. Je n'ai pas le choix. Il faut que je m'en aille d'ici à tout prix, que je fuis cette maison maudite. Je ne me sentirai en sécurité qu'une fois le portail franchi. Plutôt que d'emprunter l'allée principale à découvert, je coupe à travers bois. La progression est bien plus lente et bien plus difficile, surtout à cloche-pied, mais au moins ma sœur ne risque pas de me repérer. Dans l'état où je suis, si la poursuite reprenait, elle n'aurait aucun mal à me rejoindre. Mètre après mètre, j'avance, l'oreille dressée, l'œil aux aguets. Tout mon être est en éveil, épiant le moindre bruit, le plus petit craquement. Mais je n'entends rien à part les chants d'oiseaux. Il semble que tout danger soit écarté. Clopin-clopant, je parviens enfin au mur d'enceinte. En le longeant sur la droite, je dois obligatoirement trouver la grille d'entrée. Le lierre qui court entre les vieilles pierres rampe également sur le sol, où il forme une sorte de treillis végétal. Pas facile d'avancer là-dedans, surtout pieds nus et avec une cheville en compote. Enfin, à force d'efforts, et en trébuchant à chaque pas, je finis par atteindre mon but. Maintenant, le plus difficile reste à faire. Sortir de l'abri des taillis, ouvrir le portail et m'éclipser. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. La voie est libre. En me faisant le plus petit possible, je me glisse le long des barreaux, saisis la poignée, la tourne. Avec un grincement, le portail s'ouvre.
C'est alors qu'une voix féminine s'élève dans le silence. Cyril, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il paraît que, lorsqu'on est violemment surpris, notre organisme produit de l'adrénaline, provoquant une sorte de décharge électrique. J'ai vu ça dans une émission à la télé. Là, c'est carrément 100 000 volts que je reçois. Je frôle le court-circuit. Durant une fraction de seconde, mon cœur s'arrête de battre. Qu'as-tu? Reprend la voix. Tu es pâle comme la mort. C'est moi qui t'ai fichu la frousse? Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. La secousse a été trop rude. Tout tourne autour de moi. Pris d'un malaise, je pique du nez en avant. Une grande fille rousse me retient à l'instant où je m'effondre. Ma parole? Tu tombes dans les pommes ou quoi? Dans un souffle, je murmure. Tico, oh Tico, comme je suis content que tu sois là. Ah ça, on peut dire que je te fais de l'effet. C'est bien la première fois qu'un garçon s'évanouit en me voyant. La gouaille de la rouquine, sa chaleur, son humour me réconfortent à tel point que je retrouve bientôt mes esprits. Si j'osais, je l'embrasserais, cette grande bringue. Putain, non mais ça nique tout le livre, là. Elle est beauflante, Cyril. Hein. Mais mieux vaut remettre les remerciements à plus tard. Ce n'est pas le moment de s'attarder dans ce lieu malsain. Viens, dis-je en l'entraînant dehors. L'instant d'après, les jambes en coton, je me laisse choir sur le talus qui borde la route. Rongé de curiosité, Dico s'installe près de moi. Vas-tu m'expliquer, à la fin? Exige-t-elle. Lui expliquer, je ne demande que ça. Mais mes aventures de ces derniers jours, c'est trop pour un seul homme. Il faut que je les fasse partager à quelqu'un. D'une traite, je lui raconte tout. Elle m'écoute sans m'interrompre, si ahurie que le bout de son nez taché de roux palpite comme la truffe de Rambo devant sa main. Bon sang, Rambo! Quoi? Rambo? Sursaut de Quoi? Rambo? Sursaut de Dico. Mon hamster, il est en danger. Faut immédiatement courir à son secours. Ma sœur va le tuer, l'égorger, le réduire en miettes. Du calme, voyons. Ne te mets pas dans un état pareil. Et d'un, tu arrives à peine à marcher. Et de deux, ton histoire me paraît vraiment trop invraisemblable. On dirait un film d'horreur. Et de trois, je me demande si... C'est quoi? La rouquine me lance un regard perçant. Tu n'aurais pas bu un petit coup de trop, par hasard? Un petit coup de trop à 10 heures du matin? À dîner, je riposte aigrement. Ça alors, c'est la meilleure? Vas-y, traite-moi d'ivrogne tant que tu y es. Et de menteur aussi, pourquoi pas? De toute façon, t'es pas obligé de me croire. Mais il a 13 ans. Comment ça, un petit coup de trop? N'importe quel petit coup à 13 ans est un petit coup de trop, hein. On n'est plus en 1950, hein, on arrête de servir du vent aux enfants en CP. En 6e, plutôt. Bon. Dico a un geste apaisant. Bon, d'accord. N'empêche que, vu l'état de ta cheville, ça m'étonnerait que tu puisses courir au secours de ton hamster. Je ramperai sur les genoux s'il le faut, je marcherai sur les mains, mais je ne laisserai pas Violette toucher à un poil de Rambo. Dans le visage de la rouquine, la moue soupçonneuse a fait place à un grand sourire. Hé, toi tu me plais mon pote, s'écrie-t-elle, ponctuant sa réponse d'une grande tape dans le dos. Je marche dans la combine, même si tu es un peu fou. Mais avant, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Elle me fixe droit dans les yeux. Tu ne t'es même pas demandé ce que je faisais devant chez toi un mercredi matin? À bien y réfléchir, c'est assez curieux. Mais j'étais trop affolée pour m'en rendre compte. Eh bien, je venais te montrer ça, annonce-t-elle en brandissant l'album photo. Je l'ai retrouvé chez ma grand-mère.